Donc bonjour à tous, on va débuter et bienvenue. Merci à tous d'être là, les participants, les intervenants. Merci aux sponsors aussi de l'événement. Certains sont là, certains n'ont pas pu venir, mais merci beaucoup pour le soutien. C'est vraiment chouette de voir tout l'engouement pour cet événement en début d'année, pour un sujet si important. Nous avions jusque-là 135 inscrits, pour le moment 50 participants, donc merci à tous de vous être joints à nous. Je m'appelle Dorine Yanta, je suis docteur à l'Université de Perpignan Via Domitia et chargée de programme à la Fédération internationale des droits humains au sein du Bureau Justice internationale et plus particulièrement de la représentation de la FIDH à la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, donc, c'est le lancement de ma thèse intitulée « La protection de l'individu contre les violences sexuelles, de la prévention à la réparation au sein de l'ordre juridique international et des systèmes nationaux ». Après une brève présentation de ma thèse, dont vous trouverez le lien dans le chat un peu plus tard, j'aurai le plaisir de modérer la discussion avec les incroyables intervenantes qu'on a aujourd'hui et que je présenterai ensuite et qui ont très gentiment accepté de venir partager leur expérience et leurs connaissances aujourd'hui. Donc, j'ai débuté ma thèse en novembre 2015 et je l'ai soutenue en novembre 2019. Donc, à noter qu'elle est à jour jusqu'à ce moment-là. Donc, je n'ai pas choisi de faire un doctorat, puis je me suis ensuite lancée sur le sujet, mais j'ai choisi d'écrire une thèse parce que je voulais me pencher sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que malgré une attention croissante sur la question des violences sexuelles à ce moment-là, et surtout du viol, comme souvent, je notais que ce soit au niveau national ou international, une réponse inadéquate de la loi ou une interprétation un peu particulière, voire parfois un peu surréaliste, qui montrait un écart important entre la théorie et la pratique et qui menait à des décisions qui, on va dire, suscitaient à la fois mon indignation en tant que personne et mon intérêt en tant que juriste. Et aussi, bien qu'on commence à trouver de plus en plus d'études sur la question, et à ce moment-là, donc c'était un peu le début de l'engouement aussi, ça se limitait un peu trop souvent à une définition un peu floue de ces violences, ou plutôt à une liste d'actes qui pouvaient être qualifiés de violences sexuelles, à des chiffres ou à des statistiques, ou alors à l'angle spécifique des conflits, au viol ou aux violences commises simplement envers les femmes et les enfants. Donc, tout ça très nécessaire, mais pas suffisant, selon moi, et qui laisse de nombreuses formes de violences sexuelles et donc, a fortiori, de nombreuses victimes de côté. Et puis, si on veut être honnête également, je pense que ce type de violence est l'une des grandes peurs de beaucoup de femmes, y compris les miennes, voire une réalité presque quotidienne pour d'autres. Et du coup, réfléchir à un meilleur moyen de les comprendre et d'y répondre était assez crucial pour moi. Certains ont pu le voir si vous avez téléchargé ma thèse. Elle est longue. Elle est très longue et beaucoup plus longue qu'une thèse classique. Ça s'explique par trois choses qui sont aussi, je pense, l'intérêt un peu principal de ce travail et que je vais nommer maintenant. La première, c'est une volonté d'approcher la problématique de façon globale et d'offrir une certaine compréhension assez générale de la lutte contre les violences sexuelles, d'où à la fois la prévention, la répression, qui en réalité est souvent le seul point qui est traité, et la réparation. Je voulais notamment relever les lacunes et les obstacles qui existent pour les survivants de violences sexuelles en général, donc pas seulement celles qui sont commises en temps de conflit, mais aussi celles qu'on rencontre au quotidien. Et encore une fois, donc, pas seulement à l'encontre des femmes et des jeunes filles, mais également à l'encontre des hommes et garçons et autres minorités de genre qui sont souvent mis à l'écart. Donc une approche assez ambitieuse, j'en ai conscience, mais qui à mon sens était assez importante pour avoir une vue d'ensemble de la problématique et pour adopter une réponse du coup plus adéquate. Pour donner un exemple, je pense qu'avoir par exemple un excellent système de justice et un code pénal parfait, évidemment, exemple purement théorique puisque ça n'existe pas, mais si tel était le cas, ce serait jamais suffisant s'il n'y avait pas de politique de prévention adéquate et une prise en charge des survivants qui permettent aussi de se relever de ces violences.
Pour faire simple, une loi qui n'est pas comprise ou qui n'est pas en accord avec la façon dont la population voit les choses sera complètement inefficace et inutile. Donc, il faut agir à tous les niveaux et de façon cohérente, et pour ça, il faut une vue d'ensemble. Le deuxième élément, c'est une approche, je pense, un peu différente dans le cadre académique, puisque c'était à la fois théorique et pratique, juridique, mais aussi au-delà. C'est-à-dire que tout au long de ma thèse, de mes recherches, j'ai maintenu une activité professionnelle qui m'a permis d'être en contact direct et régulier avec à la fois des experts et des survivants de telles violences. Et je pense que cette dualité ou double casquette, on peut dire, a considérablement enrichi mon travail dans les deux sens, puisque j'ai pu d'un côté confronter la théorie à la pratique, voir ce qui fonctionne ou non, ce qui manque, et d'un autre côté, préciser mon expérience avec mes connaissances spécifiques acquises dans le cadre de mes recherches et des comparaisons que j'ai pu faire avec différents systèmes nationaux, régionaux et ou internationaux. Cette approche différente se note aussi par le choix que j'ai pu faire d'inclure une certaine multidisciplinarité dans mon travail, ce qui m'a permis de replacer un peu la violence dans le contexte donc juridique, qui est souvent conservateur et inadapté, mais aussi sociétal, culturel, religieux, de discrimination, d'inégalité générale, de voir un peu l'impact entre chacun et les interconnexions qui existent. Encore une fois, un exemple, le rôle des médias et de la propagande qui n'est pas juridique en soi et qui n'aurait pas forcément sa place dans une thèse de droit, c'est quelque chose que j'ai inclus puisque je trouve que ça joue un rôle très important dans la commission des violences sexuelles et qu'on admet peu souvent, en tout cas quand on parle de droit. Ça fait partie des éléments qu'on soulève, notamment lorsque des affaires sont maltraitées ou que des médias utilisent les mauvais mots. Donc ça, c'est de plus en plus, mais c'est rarement en rapport avec le droit. Le troisième point, c'est d'avoir choisi de faire une analyse à la fois de l'ordre juridique international et des systèmes nationaux. Pour moi, les deux niveaux avancent main dans la main et s'influencent mutuellement. Ils jouent chacun un rôle dans la lutte universelle contre les violences sexuelles et il doit avoir une certaine cohérence entre ces niveaux-là. Donc, ça a été très intéressant de pouvoir comparer les obstacles différents à ces deux niveaux, à la fois pratiques, institutionnels, l'accès à la justice, à la réparation, de comparer un petit peu le côté conservateur ou progressiste de certaines institutions et de voir comment ils peuvent se compléter finalement pour garantir une meilleure protection. Donc voilà les trois éléments. C'est vrai, comme je le disais, comme c'est une thèse assez longue et couvre beaucoup d'éléments, c'est assez complexe dans un temps si court de faire le résumé. Mais donc, dans l'ensemble, voilà, j'ai choisi de m'interroger sur quels étaient ces instruments et mécanismes, donc à la fois de prévention, répression et réparation. Quelle était la réponse à disposition des survivants au niveau national, international, et comment l'améliorer, donc avec des suggestions, des critiques, des recommandations sur la base des comparaisons ou des constats effectués. Dans l'ensemble, le constat que j'ai pu tirer est qu'on est en voie d'amélioration, sans aucun doute. On a fait énormément de progrès dans les dernières années, mais le chemin est encore long avant qu'on ait une véritable protection pour les individus contre ce type de violence, voire même une véritable compréhension. Beaucoup d'États, par exemple, restent très réticents et conservateurs pour garantir une protection complète, ce qui se note, par exemple, par l'absence d'interdiction contraignante explicite contre toutes les formes de violences sexuelles dans leur ensemble à l'échelle internationale, comme on peut l'avoir pour l'esclavage ou pour le génocide. Donc, on peut qu'espérer que l'attention qui a été portée par la communauté internationale à la problématique durant ces dernières années finalement se traduira par des actions concrètes. Et j'espère que ce travail de recherche constituera une sorte de pièce du puzzle vers une réponse qui soit plus humaine et juridique, plus complète, réaliste et significative. Voilà, sur ce, je vais ouvrir la discussion avec nos expertes qui, elles aussi, œuvrent à lutter contre les violences sexuelles.
Évidemment, c'était un résumé très court et si vous avez des questions ou vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir ma thèse qui est en accès ouvert sur Internet et dont le lien vous a maintenant été partagé dans le chat. Vous y trouverez notamment une table des matières détaillée à la fin qui vous permettra de voir peut-être plus en détail tous les éléments qui ont été soulevés. Donc voilà, pour la première partie de la discussion, on a la chance d'avoir ici plusieurs expertes avec des profils différents. On écoutera d'abord Daisy, qui est consultante sur les droits des femmes à la FIDH. Ensuite, Céline, qui est fondatrice de We Are Not Weapons of War. Et enfin, Mamie, qui est membre du réseau SEMA et du mouvement des survivantes de violences sexuelles en RDC. Dans un premier temps, du coup, Daisy, est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement ton travail au sein de la FIDH en matière de lutte contre les violences sexuelles? Merci Dorine. Donc moi, je suis Daisy Schmidt. J'ai travaillé pendant 6 ans au Bureau droits des femmes de la FIDH. Et je suis maintenant consultante depuis presque 1 an sur les droits des femmes et les violences sexuelles et basées sur le genre. Donc comme certaines d'entre vous le savent peut-être, la FIDH est une fédération qui regroupe 192 organisations membres dans 117 pays à travers le monde. Ces organisations sont indépendantes de la fédération et ce sont dans leur immense majorité des organisations qui sont généralistes de défense des droits humains. Donc elles n'ont pas toutes la même expertise, expérience, mais aussi appétence concernant la lutte contre les violences sexuelles. Mais elles sont malgré tout nombreuses à travailler sur cette thématique. Parfois, elles mènent leurs activités de manière autonome et parfois avec le soutien de la FIDH, et notamment du Bureau droits des femmes qui existe depuis 2007, mais aussi des bureaux régionaux et du Bureau Justice internationale dans lequel Dorine travaille. Donc il s'agit principalement d'activités de documentation, de plaidoyer et de contentieux. Pour vous donner un exemple concret, dans un pays francophone, la Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, la FIDH et ses ligues ont mis en place un bureau conjoint à Abidjan avec du personnel dédié. Et en 2019, ce bureau a coordonné la création d'un réseau national de lutte contre les violences sexuelles qui sont à la fois perpétrées lors des conflits, lors des crises électorales qu'a pu connaître le pays, mais aussi en temps de paix. Donc ce réseau porte diverses revendications, telles que par exemple l'adoption d'une législation plus sévère pour réprimer les règlements à l'amiable entre les victimes et les auteurs, ou encore la généralisation de la mise en place de bureaux spécialisés dans l'accueil des survivants et survivantes de violences sexuelles dans l'ensemble des commissariats et brigades de gendarmerie sur l'ensemble du territoire. Et donc ce réseau s'apprête à conduire en février une mission de documentation pour rencontrer des survivantes qui sont confrontées à ce type d'obstacles pour accéder à la justice, dans la perspective que cette documentation puisse appuyer par la suite un plaidoyer national, régional et international, dans l'espoir que ça permettra de faire pression sur l'État et d'obtenir des réformes concrètes pour contribuer à la lutte contre les violences sexuelles. Merci beaucoup, Daisy. Céline, à toi la parole pour nous présenter un petit peu ton travail. Merci et surtout merci Dorine parce que j'écoutais attentivement la présentation de ta thèse que je n'ai pas encore lue mais je vais le faire. Bonjour à toutes et à tous, je vois aussi qu'il y a beaucoup de participants donc c'est chouette. Donc je suis Céline Bardet. Alors, je suis juriste et enquêtrice criminelle internationale et je suis aussi la fondatrice de l'ONG We Are Not Weapons of War, donc nous ne sommes pas des armes de guerre, qui est une ONG qui a été créée en 2014 basée en France sur la question des violences sexuelles liées au conflit et plus largement à ce qu'on appelle les zones fragiles. Et donc j'écoutais aussi Daisy, notamment la question des périodes d'élection. On voit qu'il y a beaucoup de violences sexuelles dans les périodes électorales. Voilà. Donc, je précise ça parce que je suis juriste, je travaille sur les crimes internationaux et donc moi, je travaille vraiment sur la question des violences sexuelles dans les conflits et donc pas sur les violences sexuelles en général. Et je tenais à dire ça aussi parce que même si, évidemment, c'est interconnecté, voilà, c'est une évidence, ce sont quand même deux choses un peu différentes. Puisque les violences sexuelles commises dans les conflits, elles s'inscrivent, en fait, elles peuvent être constituées des éléments, ça peuvent être des éléments constitutifs de crimes internationaux. Et de ce point de vue-là aussi, je réagissais à ce que disait Dorine par rapport à la loi et au cadre juridique, c'est assez clair et ce, depuis longtemps.
Voilà. Donc là, en présentation, oui. Alors, qu'est-ce que fait We Are Not Weapon of War? En fait, j'ai monté cette organisation parce qu'au départ, il y a eu une campagne qui s'appelait I am not a weapon of war. Je ne suis pas une arme de guerre. Je n'avais pas du tout l'intention de monter une ONG ou une association. Je l'ai fait pour deux raisons. D'une part, parce qu'il n'y avait rien en France sur ces questions. Alors, bien sûr, les grosses ONG droits de l'homme, elles adressent ces questions comme les autres, enfin, comme d'autres questions liées aux violations de droits de l'homme. Mais voilà, il n'y avait pas d'organisation spécialisée sur cette question. Et je pense qu'on reviendra dessus aussi. C'est que dans l'espace francophone, on parlait, je trouvais, assez peu des violences sexuelles dans les conflits, en comparaison avec d'autres pays, que ce soit l'Europe du Nord ou les pays anglo-saxons, ou même au niveau des médias et tout ça, il y avait beaucoup de choses qui paraissaient. Et en France, en réalité, pas grand-chose. Et là, je te rejoins, Dorine, aussi. Je voulais dire une chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie à chaque fois, parce que quand on parle de ces sujets, c'est très difficile et on voit toutes les difficultés qu'il y a. Il ne faut jamais qu'on oublie à chaque fois aussi de prendre une pause et de regarder un tout petit peu en arrière. Parce que moi, j'ai créé WO en 2014. Depuis, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. On parlait très peu du viol de guerre en France encore en 2014. Aujourd'hui, on en parle partout. Les médias s'y intéressent énormément, etc. Donc, il y a des choses qui se passent. Et je pense que c'est important aussi de s'arrêter un peu et de se dire, ouais, il y a des choses qui avancent. Et oui, ce sont des questions aussi qui ne sont pas uniquement juridiques, même si elles le sont, mais qui touchent à plein de choses et qui touchent à la société, qui touchent à des prises de conscience. Et donc, ça veut dire travailler de manière très interdisciplinaire. Et la justice n'est pas la réponse à tout sur ces questions. Voilà, donc c'est une courte présentation. Et donc, on en parlera tout à l'heure, mais on a un programme d'appui à des survivants. On fait du plaidoyer, mais on est plus une agence d'expertise, c'est-à-dire que j'ai pas voulu monter une association militante, et c'est pas du tout péjoratif quand j'emploie ce terme-là, hein, mais on n'est pas une organisation militante, etc. On travaille dans beaucoup de pays, on est beaucoup sur le terrain et on travaille au niveau judiciaire avec les victimes et on a créé un outil digital dont je parlerai tout à l'heure. Voilà, j'essaie de rester dans les temps. Merci Céline. Et donc là, pour se présenter, avant de passer du coup au fond, au cœur de la discussion, Mamie, est-ce que je ne te vois plus. Est-ce que tu es toujours là? Oui. Oui, je suis là. Merci. Moi, c'est Mamie Kahambu. Je suis membre du réseau SEMA et membre du mouvement des survivantes. Oui, allô? Je suis Mamie Kahambu, membre du réseau SEMA et membre du mouvement des survivantes des violences sexuelles en zone de conflit. Je suis de la République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, ville de Goma. Et pour ce que nous faisons dans le cadre d'aider nos semblables et survivants de violences sexuelles, nous dénonçons d'abord, nous avons franchi l'étape de garder silence, nous avons brisé le silence, nous parlons tout haut ce que les autres ont encore honte de parler. Et avec les raisons, nous sensibilisons, nous aidons les femmes et filles qui ont subi les mêmes sorts que nous. Et avec les raisons, nous essayons de mener des actions de plaidoyer, de sensibilisation porte à porte, parce que nous avons constaté que même dans des foyers, il y a tant de problèmes liés aux violences sexuelles. Mais aussi, nous essayons de mener des sensibilisations au niveau des groupes marginalisés, des groupes de femmes, dans des mutuelles, et comme on les appelle ici chez nous, avec associations villageoises d'épargne et de crédit, mais voire même dans les mousseaux, nous faisons des sensibilisations. Et à part ça, nous menons des plaidoyers auprès de nos autorités compétentes en la matière qui ont la capacité de changer les choses. Et pour ce qui est de l'impunité, parce que dans mon pays, vous savez, il y a maintenant des décennies qu'il y a la guerre à répétition. Et avec ces guerres, on enregistre tant de violences sexuelles parce que les milices, voire même les groupes armés et les armées étrangères qui font souvent la guerre dans mon pays, utilisent les violences sexuelles comme armes de guerre. Maintenant, ce sont les femmes qui souffrent, ce sont les femmes qui payent les tristes sorts en présence même de leurs membres de famille, voire même de leurs enfants, de leurs maris. Vous voyez comment ça fait.
Et maintenant, nous essayons de mener des actions pour demander, parce que nous voyons la cause de tout cela dans notre pays, c'est la sécurité. Il n'y a pas l'autorité de l'État. Donc, vous voyez aussi, il y a les minéraux, il y a des sites miniers, et dans des sites miniers, il y a des groupes armés qui font la terrerie. C'est ça, dès qu'il faut la loi dans des carrés miniers, il n'y a pas l'autorité de l'État. Et c'est la raison pour laquelle nous, on mène des actions, des plaidoyers pour demander l'instauration de l'autorité de l'État, mais aussi pour qu'il y ait la tolérance zéro à l'égard de tout auteur qui a commis les violences sexuelles. C'est, à bref, ce que nous faisons dans le cadre des actions, nous faisons les sensibilisations, nous menons des plaidoyers pour instaurer l'autorité de l'État partout dans le pays, et il y a des actions de plaidoyer pour demander la sécurité partout. Avec la sécurité, vous voyez, c'est ce qui cause beaucoup de violences ici chez nous, mais aussi, nous sollicitons que la justice s'implique vraiment à punir vraiment les auteurs qui ont commis les violences sexuelles. Merci. Merci beaucoup, Mamie, pour cette présentation. Et peut-être pour poursuivre, pour pas prendre plus de temps de mon côté, est-ce que peut-être tu pourrais nous expliquer aussi dans le contexte de la RDC et puis en général, pourquoi c'est si important que les survivantes et que les mouvements de survivants soient impliqués en fait dans toute initiative en ce qui concerne les violences qui ont été subies au niveau de l'État, au niveau des organisations. Voilà, si tu pouvais nous en dire plus là-dessus. Ok, merci pour l'implication des survivantes au niveau d'abord des organisations. Et au niveau des organisations qui militent pour la promotion des droits des femmes, mais aussi pour accompagner les survivantes des violences sexuelles, nous avions constaté que c'est depuis longtemps qu'il y a tant d'organisations qui s'impliquent dans l'accompagnement des survivantes des violences sexuelles. Malheureusement, elles les font sans les survivantes. Elles parlent au nom des survivantes alors qu'elles ne sont pas elles-mêmes survivantes. C'est la raison pour laquelle vous constaterez qu'il y a moins de résultats dans l'accompagnement des survivantes parce qu'on n'a pas impliqué la survivante au centre de toute activité commune au niveau des organisations. Au niveau de l'État, précisément au niveau de la justice, nous voulons que les survivantes soient impliquées dans toute procédure parce que quand la survivante dénonce, quand la survivante parle tout haut, et l'autre auteur, donc la communauté aura peur de continuer avec ce cycle de violence sexuelle parce qu'ils savent qu'une fois que je viole, il y aura quelqu'un qui va dénoncer et je serai emprisonnée, je vais subir la peine. Comme chez nous, on a des belles lois, malheureusement, c'est l'application. C'est la raison pour laquelle je vous ai signalé qu'on mène aussi des activités de la tolérance zéro contre tout auteur de violence sexuelle. Merci beaucoup, Mamie. Je suis sûre qu'il y aura des questions par la suite là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Peut-être pour continuer, du coup, et en effet, une importance clé d'écouter les survivants en ce qui concerne les violences qu'ils ont subies, n'est-ce pas? Parce que c'est les survivants, les principaux concernés. C'est pour vous qu'on agit. La justice, la réparation, et donc c'est aussi quelque chose que j'ai soulevé dans mon travail et que j'ai remarqué au cours des ans. Donc ce manque d'inclusion des survivants qui est absolument incompréhensible, mais qui heureusement commence à changer à présent. Aussi, au-delà de ça, il paraît essentiel que toute personne qui s'intéresse aux violences sexuelles en général comprenne ce que ces violences sont, ce qu'elles impliquent, comment approcher la problématique. Et du coup, par rapport à ça, j'aimerais savoir, Daisy, comment est-ce que la FIDH inclut cette compréhension dans son travail? Oui, donc je pense qu'on peut distinguer les activités que mène la FIDH en termes de renforcement de capacité en deux catégories. Donc premièrement, vous avez les formations qui sont dispensées parfois par le personnel de la FIDH, mais également et souvent avec le soutien d'experts externes à destination des ligues membres et partenaires. Donc ce sont des formations qui ont pour objectif premier de définir ce que sont les violences sexuelles et basées sur le genre, en luttant notamment contre les stéréotypes et idées reçues,
Donc, par exemple, grâce à ce type d'initiative, comme ça a été le cas lors d'une formation qui avait été animée il y a quelques années en Ukraine par le Bureau Justice Internationale, certaines ligues membres vont, grâce à ces formations, se rendre compte qu'elles ont en fait déjà été confrontées à de la violence sexuelle et qu'elles ont déjà documenté sans s'en apercevoir et en la qualifiant d'une autre manière. En plus des modules sur les définitions, ces formations incluent généralement des éléments sur comment documenter ces violences en adoptant une approche qui soit centrée sur les personnes survivantes, leur sécurité, leur bien-être, comment détecter les violences, comment mener des entretiens avec les personnes victimes, avec notamment des enseignements sur les conséquences que les violences sexuelles peuvent avoir chez les victimes, qui peuvent par exemple engendrer certains types de comportements ou de réactions au cours des entretiens. Le but étant que les défenseurs et défenseuses des droits humains soient conscientes de cet impact, puissent le prendre en compte pour pouvoir minimiser autant que possible le risque de retraumatisation, le risque de stigmatisation et par exemple éviter de décrédibiliser un témoignage pour de mauvaises raisons. Le deuxième outil utilisé par la FIDH pour sensibiliser aux violences sexuelles, c'est la publication de guides pédagogiques qui peuvent d'ailleurs servir de support aux formations citées au premier point. Donc ici, je vais citer deux exemples. Le glossaire sur les violences sexuelles de A à Z, rédigé par Dorine, et publié fin 2020, qui explique une soixantaine de termes clés relatifs aux violences sexuelles, à leur documentation, aux enquêtes et aux poursuites. Donc c'est un document qui a pour objectif de rendre accessibles des termes qui comprennent des éléments techniques, à l'aide notamment d'exemples concrets, et de manière à toucher une audience qui soit la plus large possible. Les définitions sont assez synthétiques, mais à la fois suffisamment développées pour bien expliquer les différents concepts et le cadre juridique applicable, y compris d'un point de vue historique. Et donc c'est un document qui peut être très utile pour toutes les personnes qui travaillent sur la thématique, que ce soit au sein de la société civile, des autorités étatiques, des organisations internationales, notamment les juges et procureurs et les autres membres d'institutions judiciaires, les médias, traducteurs, traductrices, interprètes, le secteur universitaire. L'objectif étant donc d'assurer à ces personnes une bonne compréhension des VSBG et de faire en sorte qu'elles puissent utiliser une terminologie qui soit adéquate. Donc la version française a été traduite en anglais et en espagnol, et des traductions en persan et en arabe sont prévues prochainement. Et donc enfin, la FIDH est actuellement en train de développer une méthodologie interne spécifique sur la documentation des violences sexuelles et basée sur le genre, que je rédige sous la supervision de Patricia Sellers, donc conseillère spéciale sur le genre pour le bureau de la procureure de la CPI, et Erin Gallagher, enquêtrice à la CPI. Donc c'est un document qui reprend les différentes définitions des VSBG en distinguant selon le cadre juridique applicable les éléments de qualification, les voies de recours, et ensuite déroule la méthodologie FIDH en matière de documentation à visée à la fois de plaidoyer et de contentieux. Les différentes lignes directrices étant évidemment inspirées de standards internationaux. Donc c'est un outil qui est d'abord destiné au personnel de la FIDH et aux ligues membres, mais l'objectif serait de pouvoir le diffuser pour que potentiellement d'autres ONG ou d'autres organisations puissent s'en emparer ou s'en inspirer pour développer leur propre méthodologie. Et donc pour l'instant, le document existe seulement en anglais, mais il sera traduit par la suite vers le français. Merci beaucoup, Daisy. Pour suivre, du coup, Céline, donc tu nous as parlé de ton organisation et aussi commencé à mentionner le backup. Peut-être je te laisserai en parler plus en détail puisque tu es mieux placée que moi, mais peut-être si tu pourrais nous dire pourquoi un tel outil, est-ce que selon toi ça participe à une meilleure compréhension du viol et des violences sexuelles comme arme de guerre et la nécessité peut-être de rendre l'information et la prise en charge de ces violences plus accessibles? Je pense en fait qu'il y a plusieurs choses. Et avant de répondre à ça, je voulais juste réagir d'abord pour souligner le réseau SEMA, qui est un réseau génial. Et aussi ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire que en 2019, We Are Not Weapon of War a co-organisé avec la Fondation Mukwege et Denis Mukwege un forum au Luxembourg qui, en fait, en mars 2019, et quand on réfléchit, c'est assez fou. Pour la première fois, en fait, on a fait venir plus d'une cinquantaine de survivants et qui étaient par actives.
de ce forum. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant longtemps, effectivement, et comme l'a dit aussi très bien Mamie, c'est-à-dire qu'on parle des violences sexuelles dans les conflits, etc. Et les victimes, elles ne sont pas là. En fait, ce n'est pas elles qui en parlent. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je pense qu'il n'y a pas que les victimes. Hein, mais en tout cas, c'est évidemment essentiel qu'ils soient là. Et la deuxième chose qui se passe souvent, c'est que, en fait, moi, ça m'a toujours marqué, c'est-à-dire qu'on fait intervenir les victimes en leur demandant de raconter ce qui leur est arrivé. Et avec Denis Mukwege, on se questionnait beaucoup là-dessus. Et ce forum, en fait, c'est un forum qui a eu des panels et dans lesquels il y avait des experts et des survivantes et en fait, qu'on co-construit des réponses, etc. ensemble. Donc, tout ça pour dire, je pense que c'est hyper important parce que c'est aussi une question de regard. Et un ou une survivante, elle a vécu quelque chose, hein, ça c'est une chose, mais il ne faut pas qu'elle soit regardée que comme ça, quoi, parce que sinon on restreint notre regard extérieur sur ce qui lui est arrivé, alors que c'est aussi une source et c'est comment on sort de ça. Et ces survivants, ils ont souvent des approches extrêmement bonnes aussi parce que dans chaque pays, ils connaissent très bien leur contexte, ils connaissent très bien leur peuple, enfin leurs voisins, comme moi je connais bien mon pays. Donc voilà, donc ça bouge un peu depuis peu de temps, mais c'est vrai que ça c'est important. La deuxième chose que je voulais dire, c'est aussi le plaidoyer, oui, et SEMA, qui a été créé aussi avec l'appui de la Fondation Mukwege, c'est que ça permet aussi aux survivants d'aller faire des plaidoyers à très haut niveau et donc d'avoir cette voix. Donc pour répondre à la question, pourquoi le backup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi déjà personnellement, je suis beaucoup sur le terrain, j'ai travaillé dans les Balkans, je travaille beaucoup en Libye, je travaille dans beaucoup de pays et en fait, je me suis aperçue en gros de trois choses. La première, et on en a parlé un peu, c'est que et je parle des 10-15 dernières années, c'est que les violences sexuelles dans les conflits, on avait encore du mal à les comprendre, bien que sur le conflit des Balkans et le Rwanda, il y a eu énormément de travail de fait, donc il ne faut pas oublier ça non plus. Que les victimes, moi je les trouvais 10-15 ans après, avec quasiment aucun soutien dans des situations dramatiques. Donc je me suis dit, mais je ne comprends pas en fait, je ne comprends pas comment c'est possible, et qu'il y avait encore aussi une forme d'omerta sur cette parole. J'ajoute à ça, parce que tu l'as mentionné Dorine aussi, c'est que nous on travaille sur la question des violences sexuelles, c'est-à-dire via le biais du crime, et nous on travaille avec des survivants femmes, et bien sûr que les victimes en grande majorité sont des femmes et des filles, mais il y a aussi beaucoup d'hommes et de garçons. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Il n'y a pas d'études sur ces questions de manière globale et nous, on veut engager la première étude mondiale sur les violences sexuelles dans les conflits, ce qu'on essaie de faire. Mais voilà, il y a beaucoup d'hommes et de garçons, donc il faut aussi faire attention de sortir un peu de ces idées aussi que la question des femmes, c'est une chose, les violences sexuelles, elles touchent aussi beaucoup d'hommes et l'omerta et le tabou, il est encore plus difficile. Donc, j'arrive à mon point. Pourquoi le backup? Justement, à cause de tout ça, d'abord, c'était aussi des discussions avec notamment Denis Mukwege. Quand je vais à Panzi très régulièrement. Un des problèmes qu'ils avaient, c'est qu'ils ne savent pas où sont les victimes, en fait. Voilà. Donc, en fait, on entend souvent dire oui, il n'y a pas de service, etc. Moi, c'est des narratifs qui m'énervent, pour être très honnête, parce que si des services, il y en a. Alors oui, il n'y en a pas assez. Oui, c'est pas assez bien. Oui, les gens ne sont pas assez formés, oui, tralala. En même temps, les gens, ils ont énormément de formations. Il y a multiples organisations qui font moult formations. Voilà. Donc, il y en a. La question, c'est que souvent, il n'y a pas de coordination. Et l'autre chose, c'était de renverser les choses parce que ce qui se passe, c'est qu'on demande en fait aux victimes quasiment immédiatement, il faut qu'elles aillent voir une association ou porter plainte ou dans un cabinet médical, alors que la réalité, c'est que à 90%, elles sont incapables de le faire, soit pour des raisons de contexte, et là encore, je précise que moi, je parle des conflits et des zones de crise, mais en vrai, c'est valable aussi, on le voit très bien en France, soit pour des raisons de contexte, soit pour des raisons de sécurité, soit pour des raisons de trauma, pour plein de raisons. Donc, je me suis dit, OK, en fait, il faut trouver un système qui renverse tout. Donc déjà, il faut commencer par identifier les victimes et donc leur donner un système qui soit simple, et qui permettent à n'importe quelle victime dans le monde, en fait, juste de se signaler. Donc, on a commencé à travailler sur une... alors, souvent,
dans les médias, etc., on parle d'application. Le backup n'est pas une application, c'est un site web mobile. C'est un peu comme Canada Dry. Il a l'air d'une application, mais ça n'est pas une application. En fait, il y a une surface, une partie qui est celle qui est utilisée par les utilisateurs. Pardon, je m'exprime mal, mais voilà, tout le monde comprend, qui a la forme d'une application, mais on y accède via une adresse comme un site. Pourquoi ? Parce que c'est un système qui est entièrement encrypté, parce que, ah oui, et je précise ce que tu disais aussi, c'est que le backup, donc, il a été développé pendant 2 ans et demi avec des survivants. C'est-à-dire que c'est un outil qui a été construit avec les survivants, en fait. Donc, je reviens à mon truc. Donc, pourquoi ? Parce que justement, je pense à ça parce que notamment les Libyens, mais plein d'autres survivants nous ont dit, ouais, télécharger des applications. En fait, nous, dans des contextes où on ne peut pas, parce qu'on n'a pas le réseau, etc. Et deuxièmement, ça reste sur ton téléphone. Donc, on a créé un système qui fait que une fois que on va sur l'application, le lien, c'est comme une application, sauf que quand on le ferme, tout disparaît. Il n'y a aucune trace, aucun historique. Il y a un questionnaire, pour faire simple, qui est très simple, qui peut être dans toutes les langues possibles et inimaginables, y compris vernaculaire, etc., et des pictogrammes. Et il a 2 entrées, c'est-à-dire soit vous êtes une victime et vous vous signalez, soit vous êtes quelqu'un tiers qui soit signale une victime parce qu'elle est avec elle, parce que ça a été une demande notamment beaucoup des journalistes. Et j'ai trouvé ça intéressant, ça ne m'était pas venu à l'esprit au départ, mais forcément, de par mon métier, je croise beaucoup de reporters de guerre. J'ai beaucoup de journalistes qui me disaient, voilà, on fait des reportages, on interviewe des victimes, et en fait, nous, on ne sait pas, on a envie de les aider, c'est pas notre métier non plus, et en même temps, on ne sait pas où les envoyer parce qu'on ne connaît pas les assos, parce qu'on ne veut pas les envoyer quelque part Et donc on a donné cette possibilité-là, mais ça peut être une institution, une association, peu importe. Et l'autre possibilité qu'il y a, c'est pour n'importe qui, en fait, de transmettre des informations. Donc, des informations à propos d'auteurs de crimes ou à propos de crimes. Donc, le backup, qu'est-ce qu'il fait d'une part sur ça, il sécurise tout ça. Ça va sur un site qui est sécurisé. Et on est une espèce de safe box. Et ça, c'est important aussi parce qu'on parlait tout à l'heure, et je pense qu'on en parlera dans la deuxième partie de la justice et tout ça. Un des problèmes qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments de preuve qui disparaissent dans le temps. Donc, ça permet aussi, par exemple, les victimes, elles se prennent en photo, leurs blessures, et c'est des choses qui corroborent d'autres éléments, donc c'est des choses qui sont super importantes. Voilà. Et l'autre côté du backup, c'est on a développé un outil d'analyse criminelle, en fait, qu'on a construit sur mesure, en gros, qui travaille avec l'intelligence artificielle et donc qui reçoit tout ça et qui va permettre, d'une part, d'analyser toutes ces informations, de monter possiblement des dossiers. On utilise la blockchain, donc ça veut dire qu'on notarie à un moment quand on considère qu'un dossier est terminé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on travaille beaucoup avec la CPI, on travaille avec l'unité crime de guerre en France, on travaille avec des tribunaux nationaux au niveau des pays. C'est que ça va permettre à n'importe quelle institution de pouvoir nous dire, voilà, nous, on est intéressés par ça et ça, et de pouvoir leur transférer avec l'accord de la victime, évidemment, mais autant vous dire que la plupart du temps, c'est ce qu'elle demande, et donc de transférer ces dossiers. Et il y a la preuve qu'ils ont été notariés à une date précise, ça a été reçu à une date précise, etc. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, donc, pour revenir à la question des victimes, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un se signale, quand il peut, s'il a un appareil qui le permet, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, mais il peut soit être géolocalisé, soit il y a d'autres systèmes. Donc, l'idée, je reviens à cette idée, c'est qu'une fois qu'une victime est signalée, on apporte les services auprès d'elle. Donc, on met en place, en fait, on coordonne tout un système de services dans chaque pays. Je reviens et fais-moi un gros signe quand j'arrête. Je dois avoir fini là, c'est ça. Ok, juste fini là-dessus parce que l'autre chose, c'est vrai que c'est important la question. Moi, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans une sorte de division. Je ne sais pas comment dire ça parce que je trouve que c'est un peu dans l'air du temps sociétal en général aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas les ONG internationales, c'est des gros méchants, les victimes, c'est elles qu'on doit écouter, etc. La question, elle n'est pas là. Bien sûr que les premières concernées, c'est les victimes. Bien sûr qu'il faut les inclure et ça n'a pas été fait pendant longtemps et donc il faut le faire. D'autre côté, il y a une expertise qui est nécessaire.
Donc, il ne faut pas envoyer ça comme ça d'un coup de pied. Il faut qu'il y ait un vrai travail de coordination. Mais par exemple, WO, nous, je pense que ce qu'il faut continuer à développer, c'est une coordination au niveau local. Nous, par exemple, on n'a pas de bureau dans les pays et on n'envisage pas de créer des bureaux dans les pays, même si demain, j'avais 10 millions d'euros. Nous, on travaille vraiment, c'est une construction avec des points focaux et on identifie les services et on les aide à fonctionner en fait et on aide au fur et à mesure à mettre en place quelque chose. Donc voilà ce qu'on fait. Et une dernière petite phrase, on a un programme à côté qui s'appelle Foster a Survivor et j'en dis un mot parce que c'est pareil. Daisy parlait de la retraumatisation. Pour ceux qui me connaissent un peu et qui écoutent ce que je dis dans les médias ou ailleurs, moi je suis obsédée par ça parce que les victimes, on les interviewe 10 000 fois pour raconter 10 000 fois leur histoire. Alors, la retraumatisation, moi, franchement, ça me fait marrer quand on entend oui, risque. Non, bah, juste, on arrête. En fait, il faut qu'on arrête de faire ça. Juste, c'est simple, il faut qu'on arrête. Et le backup, il permet aussi d'avoir des informations qu'on met à disposition de n'importe quelle autre association, encore une fois avec l'accord de la victime, mais qui lui permet de ne pas avoir à répéter son histoire, parce que bon, je ne vous ai pas dit, etc., mais on peut s'enregistrer, enfin, on peut faire plein de choses. Mais ça, c'est hyper important, parce que je pense vraiment qu'il faut qu'on arrête de faire ça. Vraiment. Et qu'on arrête de parler de la retraumatisation. La retraumatisation, c'est nous. Et quand je dis nous, c'est la communauté internationale, les ONG, les chercheurs, c'est tout le monde. Donc, il faut absolument qu'on essaie de travailler à réduire ça à un minimum, parce que bien sûr que c'est important le témoignage, c'est clé dans un processus de justice. Mais le problème qui se passe au niveau, c'est mentionné, des tribunaux et de la Cour pénale et autres, c'est que ce qui arrive, c'est qu'on a des victimes qui arrivent avec un témoignage qu'on appelle dans le jargon pollué, parce qu'elle a raconté son histoire 10 000 fois, et donc, ça a un impact sur la justice qui ne fonctionne pas. Et après, on est là à dire la justice ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à regarder, nous, pas à pas, qu'est-ce qu'on peut faire à chaque niveau pour que les choses fonctionnent mieux. Et voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup Céline, je crois qu'on n'aurait pas pu mieux terminer cette première partie de la discussion avec du coup cette passion et en effet beaucoup de choses qu'il faut changer, améliorer et reconnaître aussi. Donc merci beaucoup et merci pour la passion et merci à toutes les trois pour vos interventions. On aura sûrement l'opportunité de vous réécouter par la suite, mais pour le moment, on va passer à la deuxième partie de la discussion et on va s'éloigner un petit peu plus de l'aspect pratique de la lutte contre les violences sexuelles et on va discuter plus du rôle des initiatives francophones, donc y compris de la recherche académique, du coup, dans le domaine des droits humains et particulièrement de l'accès à la justice et donc y compris des crimes de violences sexuelles. Du coup, bien que l'accès à la justice soit une réflexion universelle, il semble que les initiatives anglophones, notamment pour une question peut-être de facilité de l'usage de la langue parlée par une grande majorité de praticiens ou de chercheurs, mais détient un certain poids et un pouvoir qui semble supérieur à celui de la langue française, du coup. Pour exemple, je sais que plusieurs fois, on m'a demandé au cours de ma thèse si je comptais la traduire en anglais afin de s'assurer de toucher davantage de personnes, qu'elle soit lue par plus de personnes ou utilisée, ce qui en soi est, je trouve, assez problématique puisqu'on assume directement que la recherche francophone souffrira d'un certain manque de visibilité ou même parfois de légitimité, alors que c'est un sujet qui est universel et qui touche tout le monde et que la langue française est quand même aussi assez développée. Et on parle ici de la langue française, pourquoi ? Parce que c'est la langue de l'écriture de ma thèse, mais ça vaut pour d'autres, ça vaut évidemment pour d'autres langues. Et aussi, donc, pour un autre exemple, aussi dans le cadre de ma thèse, finalement, ça a été comment trouver des sources francophones. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'universitaire, mais il y a un certain pourcentage de sources qui doit être francophone, ce qui est assez logique, mais difficile quand on s'attaque à un sujet qui est beaucoup plus traité dans une autre langue. Du coup, pour parler donc des initiatives francophones et de l'importance de les développer et de les promouvoir, on a aussi 3 personnes dans cette discussion. Pour commencer, on entendra Madame le professeur Muriel Oubeda-Sayer, qui est professeure à l'Université de Lille et directrice du Master de Justice pénale internationale.
On écoutera ensuite Natacha Brack, qui est fondatrice du blog de droit international pénal. Et enfin, on écoutera Amélie Bécard, qui est magistrate et chargée de mission sur la justice pénale internationale auprès du directeur des affaires juridiques du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc de la France. Pour débuter, du coup, professeur Ubeda, est-ce que ce manque de reconnaissance linguistique, finalement, a joué un rôle dans votre initiative de fonder votre master justice pénale internationale? Et d'où pensez-vous que vienne peut-être la prépondérance de la langue anglaise dans ce domaine? Activé, voilà. Oui, merci Dorine. Alors d'abord, peut-être, avant d'en venir au cœur du sujet, juste pour faire le lien peut-être avec les débats passionnants qui viennent de se dérouler, il ne faut pas du tout croire que c'est déconnecté en fait, la question du système juridique avec la question de la prise en compte des victimes. Et en fait, si je voulais synthétiser mon propos dans le temps qui m'est imparti, je dirais que la langue, c'est le vecteur qui porte un système de droit. Comme aujourd'hui l'anglais, c'est la lingua franca de la communauté internationale, et à mon sens, le Brexit n'y changera rien pour l'Union européenne, il ne faut pas rêver. Et bien du coup, bien évidemment, l'anglais est le vecteur des systèmes de common law. Et donc, c'est le common law qui s'impose au droit international pénal, mais aussi d'une manière générale dans l'ordre juridique international. Et ça a de vraies conséquences juridiques. Et justement, sur la prise en charge des victimes, que ce soit au niveau de leur participation aux procédures devant la Cour pénale internationale ou au niveau de leur possibilité de réparation, il faut le voir comme une marque de la civil law, donc du droit romano-germanique. Si aujourd'hui les victimes, et notamment les victimes de violences sexuelles, ont accès au prétoire de la Cour et peuvent être représentées par un représentant légal et prises en charge, c'est bien parce que de ce point de vue-là, au plan diplomatique, les États de droit romano-germanique l'ont emporté dans le consensus, puisque vous savez que la Cour elle a été créée par traité. Et donc, bien évidemment, comme tout traité, le statut de Rome est le résultat d'un compromis et de négociations diplomatiques. Donc, il y a un lien direct, je veux dire. On n'est pas complètement déconnecté. La langue et le système juridique impactent, bien évidemment, la définition de la procédure pénale internationale et impactent, pour ce qui nous concerne, le traitement des victimes, et notamment le traitement des victimes de violences sexuelles. Alors après, Dorine, pour mieux vous répondre, sur l'initiative de créer un master justice pénale internationale, il y avait déjà un master qui existait quand celui de Lille a été créé il y a maintenant 6 ans. On en est à la 6e promotion, et d'ailleurs, je salue les participants, je vois certains de mes étudiants qui sont là. Merci à eux, comme d'habitude. Et donc, il y avait un master qui était plus hybride, qui faisait plus la part belle au droit pénal national, mais qui était quand même à cheval, droit pénal international, droit international pénal, selon la Summa Divisio consacrée. Et donc, à Lille, on a créé un master de justice pénale internationale qui est plus axé sur le droit international pénal, donc sur la justice pénale internationale en tant que telle, même si là, on a réussi à négocier une révision de la formation qui a été agréée. Et donc, cette année, les étudiants ont la chance d'avoir des modules de droit comparé qui sont notamment dispensés en langue anglaise. Parce que je crois quand même, et ce sera mon point phare, je crois que la question de la prédominance de la common law et la question d'un rééquilibrage de la procédure pénale internationale en faveur de plus d'éléments de droit romano-germanique, c'est une question d'acteurs. Évidemment que c'est une question de lawfare, pour parler en bon français, c'est-à-dire, comment je vais dire, une question d'utilisation stratégique du droit, d'instrumentalisation politique du droit. Donc, c'est évidemment une question de lawfare, mais c'est aussi une question d'acteurs. Et évidemment, quand les juges, les conseillers juridiques et les avocats à la Cour pénale internationale sont des personnes qui ont été formées dans un système de common law, il est évident qu'ils interprètent le statut de Rome à l'aune de leur formation. Et moi, je crois donc qu'un moyen de rééquilibrer les choses, et c'est, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais dans la déclaration de Paris de 2017, il y a eu un appel qui a été lancé par des praticiens de la justice pénale internationale
en faveur d'un rééquilibrage de la procédure pénale internationale en faveur à la fois de la langue française, mais aussi du droit romano-germanique. Et dans cet appel, on voyait bien que la question problématique, c'était la question des acteurs. Et donc, permettre aux acteurs de mieux se comprendre, parce qu'en fait, la Cour pénale internationale, j'ai coutume de dire à mes étudiants que c'est un peu comme une tour de Babel, hein. On est censé se comprendre, mais on ne se comprend pas parce qu'on n'a pas la même culture juridique et qu'on ne parle pas la même langue. Et un francophone qui parle anglais, ça n'est pas un anglo-saxon qui parle anglais, quel que soit le niveau d'anglais pratiqué, parce que la langue est porteuse de sens. Et donc, on ne comprend pas les mots de la même façon, tout simplement. Et ça, il y a des études linguistiques, et il y en a pléthore sur la question. Donc, peut-être que la clé pour permettre une meilleure prise en compte de la doctrine francophone, ce que vous évoquiez, Dorine, de la langue française et du droit romano-germanique, la clé, c'est peut-être d'insister sur la formation. Pas seulement la formation d'étudiants de Master 2, mais une formation continue, c'est-à-dire une formation qui serait dispensée aux praticiens de la justice pénale internationale, aux avocats, aux conseillers juridiques et pourquoi pas même aux juges. Après tout, on peut apprendre à tout âge et quel que soit son niveau de science, pour leur permettre de se comprendre et de comprendre en fait les autres systèmes juridiques qu'ils sont amenés à côtoyer au sein de leur pratique. Et je crois que c'est pour ça aussi que l'initiative de Natacha, quand Natacha m'a sollicité, j'étais à fond derrière elle parce que je trouve que c'est une superbe initiative. Pour mieux diffuser la pratique française et la doctrine francophone, il faut évidemment des blogs et des nouveaux instruments de communication qui sont autant d'instruments de lobbying. Donc la formation universitaire, c'est quelque chose évidemment qui permet de développer notre vision, mais les blogs, les articles de doctrine, les thèses, c'est aussi un moyen de l'eau faire en fait, d'influencer la pensée de la communauté internationale en faveur de notre système. Et notre système, encore une fois, j'y crois, parce que si on n'avait pas eu un peu de droit romano-germanique, eh ben, on aurait eu une moins bonne prise en charge des victimes de violences sexuelles que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, même si j'ai bien entendu tout ce qui a été dit et ça n'est pas parfait, bien sûr. Et j'ai épuisé mon temps de parole et donc je me tais. Merci beaucoup, professeur. Et en effet, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a du bon, il y a du mauvais. Et si on peut le développer pour le rendre encore meilleur avec ce genre d'initiative, c'est toujours très intéressant. Et du coup, toujours dans l'innovation et dans les initiatives, je vais laisser la parole à Natacha pour nous parler justement de son blog de droit international pénal. Et puis voilà, Natacha, la parole est à toi. Merci beaucoup Dorine, merci pour l'invitation et puis le blog droit international pénal que je représente aujourd'hui est très honoré de sponsoriser cet événement aujourd'hui. Un grand merci à toutes les intervenantes aussi qui ont donné des perspectives différentes de l'approche par rapport aux violences sexuelles. Donc, c'est très intéressant d'avoir la vision de praticiens survivantes, académiques, etc. Donc, d'avoir une vision globale. Donc, merci Dorine pour cette initiative. Je vais, concernant mon intervention, je vais reprendre où Muriel Bedassayar s'est arrêtée, c'est-à-dire les initiatives francophones et l'importance de développer, de continuer à développer, non pas une pensée simplement académique qui est extrêmement importante, mais également une pensée plus réactive, dynamique, francophone de la justice pénale internationale qui existe déjà au niveau anglophone. Il existe de nombreux blogs qui traitent de ces questions-là et j'ai découvert il y a 1 an et demi qu'il n'existait pas de ressources dynamiques sous la forme d'articles très courts sur la justice pénale internationale, à l'exception de blogs qui existent, autres blogs internationaux tels que celui de la clinique de l'université de Laval et d'autres blogs droits internationaux, mais aucun blog n'était dédié entièrement à la justice pénale internationale en français. D'où l'idée du blog. Le blog est né il y a 9 mois, grâce malheureusement à la pandémie de Covid-19 qui m'a donné le temps de prendre toutes les vacances qui m'étaient dues et je me suis donc penchée sur la création d'un site internet, etc., le concept. J'ai contacté de nombreux experts, dont Muriel Bedassayar, dont l'enthousiasme également m'a confortée sur l'initiative.
Nous avons également dans le comité de rédaction du blog Benjamin Daré qui est présent aujourd'hui, je l'ai vu dans les participants, qui est doctorant à l'Université de Québec à Montréal. Et puis Valérie Le Breton Paulet qui est avocate à Trial International et Abdou Kadre Diop qui est enseignant à l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, c'est un comité de rédaction de 5 personnes. Et l'objectif du blog, je peux les diviser en 2 parties, je dirais. La première, d'une part, c'est d'offrir une traduction, si on peut, de ce qui se passe, des débats qui se passent au niveau international déjà en anglais. Donc, quelque chose c'est l'idée de donner d'offrir au public francophone une idée des actualités de la justice pénale internationale, parce que malheureusement, une grande partie des décisions sont rendues en anglais. Les délais de traduction pour la Cour pénale internationale peuvent être d'1 an. Donc, il y a un besoin pour les juristes, les étudiants, les experts d'avoir au moins un résumé des raisonnements juridiques qui n'est pas fait seulement par des journalistes, mais par des praticiens du droit. Le deuxième objectif du blog est d'offrir une plateforme, et là, à l'inverse, une plateforme pour les experts, pour les étudiants, doctorants, praticiens du droit également, d'offrir leur opinion et de là de développer une pensée francophone, comme je l'ai dit, réactive, dynamique, soit un format qui n'est pas académique, un format qui est assez facile puisque c'est 3-4 pages maximum et qui permet de développer une pensée francophone avec l'idée peut-être sur le long terme, et ça je ne sais pas si Dorine serait d'accord, mais de le retraduire en anglais pour ensuite avoir un accès également de la pensée francophone, de cette pensée francophone en langue anglaise. Donc c'est un processus qui se fait en temps par temps, parce que c'est un processus que je mène en dehors de mon travail quotidien. On essaye, mais le blog est ouvert à différentes initiatives. Nous venons signer un partenariat avec l'Université de Lille, la clinique de droit international, grâce à Muriel Hubeda-Sayar. Donc, nous allons recevoir des contributions mensuelles. L'initiative de Dorine pour cette conférence également est très bienvenue. Donc, j'invite les participants, s'ils sont intéressés, à contacter le blog pour continuer à faire vivre le blog et à développer cette pensée francophone relative à la justice pénale internationale. Et cela m'amène à la deuxième partie de ma présentation sur le lancement annoncé du premier symposium du blog, qui cette année est dédié aux violences sexuelles et basées sur le genre en temps de conflit, sur l'initiative de Dorine Yanta, qui est l'éditrice invitée de cette année. Et donc le blog va recevoir des contributions avec une date limite au 28 février. Il me semble que vous avez le lien vers la page du blog avec l'appel à contribution va être mis dans le chat. Donc, n'hésitez pas à regarder. Les thèmes sont ouverts, donc, sous couvert du thème général de violence sexuelle et basée sur le genre en temps de conflit. Nous avons mis des pistes de réflexion qui recoupent un petit peu les thèmes abordés aujourd'hui, notamment celle des violences sexuelles à l'égard des hommes qui est sous-exploitée. Donc, c'est l'idée de continuer à développer cette pensée francophone dans des thèmes qui sont inexploités, tant en anglais qu'en français d'ailleurs. Donc, c'est vraiment de commencer à engager la discussion. Et je pense que voilà, c'est important de le faire en français. Et comme il a été mentionné, la question des violences sexuelles en temps de conflit, d'ailleurs en temps de paix, est une question qui mérite encore d'évoluer de manière importante, que ce soit à travers le monde francophone, mais particulièrement en France. On peut le voir avec les débats et les évolutions aujourd'hui en France et les graves problèmes de définition du viol en France et du traitement judiciaire du viol en France. Donc on voit qu'il y a vraiment un besoin important de continuer à penser les violences sexuelles et à influencer l'approche juridique et légale de la définition des violences sexuelles en France et à travers le monde francophone. Et je vais m'arrêter là parce que pareil, j'ai épuisé mon temps de parole. Dans le chat, il avait été également mentionné une autre ressource qui est celle
qui a été initiée par des avocates qui sont basées et qui travaillent à la Cour pénale internationale, qui regroupe l'ensemble des sites, blogs, bases de recherche en français sur la justice pénale internationale. Il s'appelle droit pénal international. J'invite donc les chercheurs à se servir de cette base de données qui est extrêmement intéressante, et également le blog de l'Université de Laval qui également propose en anglais et en français des articles extrêmement intéressants. Voilà. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à poser des questions pendant le chat. Merci. Merci beaucoup, Natacha. Merci pour l'initiative et merci pour avoir accepté de lancer ce symposium qui, je pense, s'annonce très intéressant. Et donc, pour les participants, n'hésitez pas à envoyer vos contributions. On sera vraiment ravis de les lire. Pour terminer la discussion et avant de vous donner la parole à vous les participants, nous avons la chance d'avoir Madame Bécard. Donc voilà, pour ne pas prendre plus de temps puisqu'on est déjà un petit peu en retard, Madame Bécard, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup Dorine et bravo pour cette présentation et cet événement et merci à chacun et à chacune d'entre vous pour l'instant. Donc Amélie Bécard, je suis magistrate actuellement détachée au ministère des Affaires étrangères, chargée de mission pour la justice pénale internationale au sein de la direction des affaires juridiques. Donc qui est cette direction un peu spécifique au ministère des Affaires étrangères, qui traite vraiment de tout l'appui juridique nécessaire en lien avec l'activité en ce qui me concerne des juridictions pénales internationales et évidemment de l'action du pôle spécialisé crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre au sein des juridictions françaises. Sur mon parcours, j'ai une sensibilité particulière à la question évidemment du traitement des violences sexuelles puisque j'ai un parcours de procureur national dans des zones un peu particulières telles que par exemple le département de la Seine-Saint-Denis où j'ai été référente du dispositif téléphone grave danger des violences pour un des dispositifs pour lutter contre les violences sexuelles qui a évolué récemment mais qui fonctionne toujours, et à Paris également. Et je me suis ensuite spécialisée dans le domaine des crimes du statut de Rome par mon activité que j'ai quittée récemment au sein du pôle du crime contre l'humanité, crime et délits de guerre du parquet national antiterroriste depuis donc, le 1er juillet 2019, puisque cette structure fait maintenant partie de ce parquet spécialisé. Et actuellement, c'est évidemment tous les sujets dont vous parlez sont fondamentaux du point de vue de la France et de cette direction dont je fais partie. Je dirais, pour reprendre un petit peu tous les échanges vraiment importants et les exemples que d'ailleurs, pour certains, je ne connaissais pas. Donc, ça montre bien qu'on n'est jamais suffisamment informé de tous les outils utiles pour, en particulier, prendre en compte de la manière la plus exhaustive cette question des violences sexuelles dans le droit commun et dans les conflits armés. J'ai deux remarques principales. C'est tout d'abord cette spécificité au sein du droit pénal de cette matière et surtout des victimes qui représentent en premier lieu les crimes et la justice que l'on rend. Eh bien, elle se ressent évidemment par rapport à la nécessité de faire ce lien permanent entre juger les auteurs, donc la lutte contre l'impunité, et accompagner les victimes. Ce qui, dans ce domaine, est très complexe, mais qui doit rester l'objectif principal, à mon sens. Ce qui nécessite évidemment de bonnes pratiques dans la prise en charge des victimes, d'une manière générale, et aussi au service de la prévention de ces violences, puisqu'on sait à quel point
il peut y avoir un cycle de répétition chez les victimes, que ce soit dans la vie de tous les jours ou bien dans des zones de conflit armé. Cette temporalité, je voudrais aborder un point par rapport à ce qui a pu être abordé, la temporalité pour les violences sexuelles dans leur prise en charge est essentielle, c'est-à-dire que il faut pouvoir intervenir au bon moment pour la victime, mais aussi pour pouvoir lutter au mieux contre l'impunité et pour favoriser un recueil de la parole qui soit le plus optimal, et notamment pour préserver la victime, mais aussi pour aller au plus précis dans les éléments de preuve qu'on peut recueillir. Au-delà de ça, un deuxième point important, c'est l'accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles. À la fois donc par rapport à la compétence universelle ou quasi universelle des juridictions nationales, mais aussi le principe de complémentarité avec la justice pénale internationale. Et je pense qu'on gagnerait à rapprocher toujours plus les professionnels sur ces deux niveaux de justice, en particulier sur cette question de l'accompagnement des victimes de violences sexuelles par la clarification des textes et des dispositifs, par les liens qui peuvent être faits avec évidemment les partenaires. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on a une place renforcée des crimes de violence sexuelle, et c'est un objectif qui me semble fondamental. À titre personnel, je trouve que des actions qu'ont pu réaliser et auxquelles j'ai participé dans le cadre d'un partenariat lors de mes précédentes fonctions avec l'Institut francophone pour la justice et la démocratie en République centrafricaine, puisque je m'y suis déplacée pour donner des enseignements justement sur cette question de l'accompagnement des victimes de violences sexuelles à des magistrats, des greffiers centrafricains qui vont être au cœur de ces questions-là. Vous connaissez évidemment les problématiques de la Centrafrique sur les violences sexuelles dans les conflits armés qui perdurent encore aujourd'hui. Ce sont des actions qui me semblent importantes. Vous avez parlé de formation des professionnels. Et je trouve que de pouvoir impliquer des magistrats comme moi, c'est aussi utile. Et en tout cas, c'est quelque chose qui me semble fondamental, même si c'est vrai qu'on peut penser que beaucoup de choses existent, mais on ignore aussi beaucoup de choses, quel que soit son niveau de formation et son implication. Donc moi, aujourd'hui, au sein de la direction des affaires juridiques, j'ai à cœur de promouvoir évidemment tous les projets français, francophones, au soutien de cette qualité dont on peut, de la qualité de l'approche face à ces crimes et au service de la lutte contre l'impunité. Je parle, pour terminer mon propos, de l'association des hautes juridictions de cassation francophones, l'ADJUCAF, qui a mis en place Juricaf, une plateforme de traduction, vous connaissez certainement. Et dans le cadre d'un projet que je suis en train de construire avec Muriel Hubeda-Sayar d'ailleurs, sur une conférence sur la question de la réforme de la Cour pénale internationale suite au rapport des experts indépendants. Il est question aussi toujours de cette formation des francophones, de la présence du français et notamment de pouvoir créer dans cette base de données de traduction de décisions nationales et aussi, pourquoi pas, de la Cour pénale internationale, de créer en fait une section spécifique aux crimes internationaux au sein de Juricaf. Donc voilà, c'est un projet
que j'espère pouvoir faire avancer parmi beaucoup d'autres. Et je vous remercie de votre attention et encore une fois, bravo à Dorine et à chacun d'entre vous pour votre implication. Merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps. C'est bien de voir que malgré les emplois du temps chargés, en tant que magistrate et membre travaillant au ministère, vous avez pu prendre le temps. Donc, merci beaucoup. Et c'est marrant de voir évidemment que le monde est petit dans ceux qui travaillent dans ce domaine, surtout en France, puisque tout le monde travaille avec tout le monde. Mais merci beaucoup en tout cas. Donc maintenant, je vais, pour le peu de temps qui reste, essayer de prendre quelques questions et commentaires de la part des participants. Je vais d'abord donner la parole à Desange, si elle est toujours connectée. Desange qui est aussi comme Mamie, membre du réseau SEMA et du mouvement des survivantes de violences sexuelles en RDC, qui a eu un problème de connexion et n'a pas pu se joindre à nous dès le départ. Desange, est-ce que tu nous entends? Est-ce que ça fonctionne? Oui, Madame Dorine, je suis là. Bonjour Desange. Est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots du coup? Et désolée pour les problèmes de connexion avant, mais si tu veux compléter l'intervention de Mamie, on t'écoute avec grand plaisir. Oui, merci beaucoup. En fait, je suis Desange Kabo, membre du réseau SEMA et membre du mouvement national des survivantes en République démocratique du Congo. Donc, ce que j'aimerais parler, moi, je suis vraiment ravie pour votre initiative. Ça, c'est la première des choses. Moi, j'aimerais dire que la survivante elle-même, quand elle parle, elle a encore la force. Elle a encore la force de dire son histoire. Elle a encore la force de parler de tout et de rien, et de parler de ce qui lui est arrivé, de son chair et de son corps. Donc, quand elle parle mieux que celui qui pourrait parler pour elle. Ça, c'est un. À ce qui concerne la justice, vraiment, nous au Congo, ou surtout à l'est de la République démocratique du Congo, nous n'avons pas encore la justice, surtout nous en tant que survivantes de violences sexuelles. Nous avons encore un long processus, surtout du point de vue de la justice. Notre justice est très, très corrompue. Pourquoi je dis cela? Notre justice est très corrompue, vu d'abord les parcours ou la période. Ah, il semblerait qu'on a un petit problème de connexion. Très longue. Ah, c'est bon. Non. Je peux compléter son idée? Alors, si Desange n'arrive pas à revenir, oui, bien sûr. Ça répondra aussi à quelques questions dans le chat, justement, sur l'accès à la justice en RDC. Oui, c'est ce que j'étais en train de faire. La victime paye beaucoup de frais, paye beaucoup d'argent pour que son bourreau soit arrêté. Mais avec tout ça, la partie de la victime préfère mieux faire l'arrangement à l'amiable, ou préfère mieux faire le mariage forcé avec la partie du bourreau. Vraiment, nous n'avons pas la justice au Congo, surtout ici à l'est de la République démocratique du Congo. Je me souviens un jour, on accompagnait une victime, et puis quand on accompagnait cette victime, on a dit, il y a un avocat qui s'est permis de dire que non, il n'y a pas de témoignage de cette victime. Il n'y a pas vraiment de témoignage parce qu'il n'y a pas des avocats prodeurs à l'hôpital pour témoigner son cas. C'était vraiment bizarre. Et ici, chez nous, nous vivons des réalités des choses. Notre justice est purement corrompue. Nous avons ici, chez nous, au Congo, des belles lois, mais qui ne sont pas vraiment applicables. Moi, je recommanderais peut-être à notre gouvernement qu'il s'implique dans la question des violences sexuelles, qu'il s'implique et qu'il mène qui est l'application de la loi, de nos lois. Nous avons les lois
portant sur les violences sexuelles. Nous avons pas mal de lois. Notre constitution aussi est trop riche, mais non appliquée. Nous voudrons que tout ça, toutes ces lois-là, toutes ces belles lois soient appliquées pour lutter contre l'injustice ou l'impunité qui est dans notre pays. Merci beaucoup, Desanges. Merci pour le commentaire. Et c'est vrai que ça rejoint certains des commentaires et des questions dans le chat par rapport à la République démocratique du Congo, qui souligne justement le manque d'accès, à la fois le manque d'accès à la justice, à l'assistance pour les victimes de violences sexuelles, mais aussi le problème entre justement le pluralisme juridique en RDC, où le manque, les lois qui ne sont pas forcément appliquées ou d'autres lois coutumières qui sont appliquées. Et je pense que ça rejoint aussi un petit peu ce que tu disais par rapport à certaines personnes qui se retournent vers les pratiques plus coutumières ou qui acceptent simplement le mariage forcé ou ce genre de pratiques, puisque par manque d'accès en fait au système juridique mis en place, mais qui ne fonctionne pas. Donc, merci beaucoup pour ça. Peut-être, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais j'avais un commentaire de la part de Céline Bumin. Est-ce que tu veux prendre la parole, Céline ? Oui, bonjour Dorine, bonjour tout le monde. Bon, d'abord, je me permets rapidement de vous remercier tous, particulièrement Dorine. C'est un travail gigantesque et en même temps un travail de fourmi que cette thèse. Je n'ai pas encore fini de tout lire, elle est effectivement très longue, mais mes félicitations et merci aussi aux différents intervenants. J'ai déjà appris beaucoup de choses en l'espace d'une heure et quelques. Très rapidement, j'ai une expérience professionnelle plutôt dans le secteur des enquêtes des droits de l'homme avec un focus sur les violences sexuelles et les violences basées sur le genre. Et je voulais juste partager cette expérience qui n'est ni complètement enracinée dans le domaine du droit international, droit pénal international, et pas non plus complètement dans le monde académique, mais qui pourtant se nourrit en fait de ce qui est produit d'un côté et de l'autre, et de m'être trouvée à plusieurs reprises frappée dans le cadre de mes enquêtes et de mes rapports, d'abord par le caractère assez rare de publications en français et de ressources francophones sur lesquelles baser l'analyse des données collectées. Et pour ne citer qu'un exemple, ça a été particulièrement le cas récemment sur la question des violences sexuelles en situation de crise ou de conflit contre les hommes et contre les garçons. D'avoir aussi constaté avec quelques autres collègues l'absence de formation aux enquêtes. C'est pas qu'elles sont complètement absentes dans le monde francophone, mais il n'existe pas de golden standard, je dirais, pour utiliser l'expression anglophone, tel que le IICI propose à La Haye, par exemple. Et également de dire que dans cette situation-là, on se retrouve finalement dans une situation de dilemme. On voudrait, et de toute façon, les langues dans lesquelles on rédige nous sont imposées. Et je suis francophone et ça me fait plaisir d'écrire et je pense que je suis plus efficace en faisant un rapport en français et pourtant je m'inquiète du peu de visibilité que potentiellement ce rapport aura, pas pour des questions de postérité personnelle, bien loin s'en faut, mais plutôt pour si un rapport n'est pas visible suffisamment sur la scène internationale, comment est-ce qu'effectivement ces témoignages et ces efforts que les différents survivants ont mis dans le fait de partager ce qui leur est arrivé sera récupéré pour faire avancer la problématique, la lutte contre l'impunité, le plaidoyer, etc. Voilà. Merci beaucoup, Céline. C'est gentil de partager ton expérience. Maintenant, je vais redonner la parole à une des participantes qui a également une question. Natacha. Merci, merci Dorine. Je rebondis juste d'abord sur ce que vient de dire Céline Buhlmann sur justement le problème de formation
principalement parmi les praticiens francophones, oui, c'est un problème, que ce soit d'ailleurs sur la question des violences sexuelles, mais sur la question de justice pénale internationale, sur l'ensemble des crimes de manière générale. Et j'en profite peut-être pour parler de mon travail que je fais au quotidien, que je travaille donc avec l'Académie internationale des principes de Nuremberg, basée à Nuremberg. Je suis en charge de la formation là-bas avec l'Académie. Et 50% de notre portfolio de formation touche le public francophone. Donc, on organise des formations à Nuremberg, mais également dans des pays en conflit, au post-conflit. Donc, on va faire des formations, par exemple, en Côte d'Ivoire et dans de nombreux pays, dans des formations plus régionales. Et la question des violences sexuelles est toujours abordée et d'ailleurs est toujours demandée par les participants comme étant une formation, un thème phare à aborder, notamment en ce qui concerne les enquêtes. Donc, le problème d'enquête est extrêmement difficile parce que ce qu'on entend souvent des enquêteurs, justement, c'est qu'on ne voit pas. Les violences sexuelles n'existent pas, les victimes ne nous disent rien. Donc, il y a vraiment un travail à faire de prise de conscience de la part des enquêteurs de comment approcher cela. Et en français, comme il y a très peu de ressources, comme ça a été mentionné, il est très difficile, et un manque de formation, il est plus difficile pour les praticiens d'aborder ces questions de violences sexuelles dans le cadre de leurs enquêtes. Ma question, en fait, elle était un peu transcendante par rapport aux interventions des différentes participantes sur la question de coopération entre les autorités judiciaires et les ONG. Et on a vu à travers des cas très récents, en fait, c'est des initiatives qui ont vu le jour très récemment, de coordination d'ONG qui travaillent non pas sur simplement le lien avec les juridictions, mais également qui font des travaux de soutien psychologique, d'information du public, etc. Et ma question, il y a des initiatives, notamment au Guatemala. Je voulais savoir si il existe également donc, des initiatives similaires dans des pays francophones qui pourraient également être relayées. Et d'ailleurs, j'en profite, si certains sont au courant de ces initiatives, peut-être de faire un article pour le blog pour les mettre en avant dans le cadre du symposium pour justement en parler, parce qu'il y a un problème de traduction et donc d'accès à ce type d'informations sur le cas des coopérations. Merci. Merci Natacha pour ta question. Très, très, très intéressant. Et en effet, si quelqu'un a des éléments de réponse ou si quelqu'un veut écrire dans le cadre du symposium là-dessus, c'est très intéressant. Je vais peut-être prendre une autre question. Du coup, si quelqu'un a la réponse aux deux, n'hésitez pas. Une autre question du chat et la dernière, du coup, avec celle de Natacha qui nous vient de Jocelyne, suite à l'intervention de Desanges notamment, mais je laisserai peut-être la parole au professeur Ubeda pour y répondre. Vu le manque relatif d'efficacité de la législation internationale sur la question, comment faire pour inciter ou contraindre le gouvernement de la RDC à être plus impliqué dans cette lutte? Je pense que cette question s'ouvre aussi à d'autres pays. Donc, je ne sais pas, professeur Ubeda, est-ce que vous voulez… On ne vous entend pas. J'ai pas le réflexe, hein. Vraiment, vivement qu'on retrouve les colloques en présentiel. Hein. Oui, je pense qu'on peut élargir la question que pose Jocelyne à la plupart des États. La question de la mise en œuvre du droit international, c'est un peu le serpent de mer, hein, de l'efficacité du droit international. Normalement, la République démocratique du Congo, comme tout État parti au statut de Rome, a dû adapter sa législation nationale à la mise en œuvre des obligations du statut, ne serait-ce que pour mettre en œuvre elle-même la complémentarité, pour permettre à ces juridictions nationales, pardon, il y a un écho, un Larsen, je ne sais pas, tout simplement de juger, hein, et puis pour permettre aux autorités de coopérer. Donc ça, c'est la mise en œuvre du droit des traités. La Cour, c'est l'avantage peut-être de la Cour en tant qu'institution, elle essaye de développer des formations pour les juges, pour les conseillers juridiques, les membres des ministères. Donc, il y a des formations qui sont mises en œuvre, notamment par le greffe, le bureau du procureur. Donc, c'est l'avantage, j'ai envie de dire, de la mise en œuvre du statut de Rome par rapport à un traité classique où il n'y a pas forcément un organe qui se charge du contrôle de l'efficacité du traité. Après, je ne vous cache pas qu'on est dans l'ordre international.
Donc, c'est un problème de rapport de système. On a un État souverain qui a conclu des obligations internationales. S'il ne les respecte pas, le statut de Rome prévoit un mécanisme de contrôle particulier qui est le mécanisme de l'Assemblée des États parties. Donc, normalement, l'Assemblée des États parties doit pouvoir prendre des mesures de contrôle, d'incitation, voire même de sanction à l'encontre des États qui violent leurs obligations. Évidemment, vous vous en doutez, ce sont des mécanismes extrêmement difficiles à mettre en œuvre et politisés. Donc, à ma connaissance, l'Assemblée des États parties n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent à l'encontre des États qui ne coopèrent pas, y compris d'États qui ont été nommément désignés pour ne pas avoir coopéré dans la fameuse saga du président al-Bashir, de l'ex-président du Soudan en exercice, qui maintenant, vous le savez, a été arrêté. Mais donc, même en cas de violation aussi massive des obligations, il n'y a pas eu de réaction. Donc, voilà, on est en plein dans la problématique des rapports de système. On est confronté à la souveraineté de l'État et au fait que si l'État ne veut pas mettre en œuvre ses obligations internationales, les mécanismes de sanction ne sont pas très efficaces, bien évidemment. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Et on le voit aujourd'hui, alors pour sortir et peut-être un peu élargir les propos, on le voit pour une situation dont la Cour est en charge, la situation du Myanmar, à l'occasion de la violation des droits commises contre le peuple Rohingya. On a non seulement une enquête en cours devant la Cour pénale internationale, mais on a aussi une plainte devant la Cour internationale de justice qui, elle, est portée contre l'État pour violation de ses obligations internationales qui découlent de la Convention internationale de prévention et de répression du crime de génocide. Donc, on peut très bien, si un État est désigné comme violant beaucoup trop ses obligations, on peut très bien imaginer un feu croisé, comme ça, de plaintes internationales dans différents forums juridictionnels. Mais bien évidemment, on n'aura jamais en droit international l'efficacité qu'on peut connaître en droit interne quand un organe viole ses obligations. Ça, c'est une évidence. Et je suis internationaliste et ça me peine de le reconnaître, mais c'est lié à la structure de l'ordre international. Merci beaucoup pour cette réponse très, très précise et très experte également. On a atteint l'heure. Donc, je vais clore cette discussion. Je vais vous remercier à tous énormément. Je vais peut-être commencer par remercier les sponsors que je n'ai pas cités tout à l'heure. Donc, la FIDH, We Are Not Weapons of War, Atlas, le blog de droit international pénal, l'Université de Laval et la chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux, et enfin Women's Initiative for Gender Justice. Merci beaucoup pour le soutien. Merci aux intervenantes du coup, qui nous ont rejoints d'un peu partout. Merci aux collègues de République démocratique du Congo qui, malgré les difficultés de connexion, ont pu se joindre à nous. Donc vraiment, merci infiniment à tous. Je ne pouvais pas espérer un meilleur lancement pour ma thèse. Ça me fait très plaisir de voir le soutien et de voir que peut-être on pourra travailler ensemble pour améliorer la prise en charge des violences sexuelles en français dans un premier temps et puis même au-delà. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir tous les liens qu'on vous a mis, tous les sites, les outils. Et puis évidemment, n'hésitez pas à aller voir ma thèse si ça vous intéresse et vous voulez en savoir plus. Donc encore une fois, merci à tous. Passez un bon week-end et surtout prenez soin de vous et faites bien attention. Et puis j'espère à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.